essayer de vous expliquer les manières de mettre en place un process pour augmenter la qualité des projets qu'on livre en fait. Pour rejoindre l'idée toujours aussi dans l'idée de l'accompagnement client justement. Alors qui je suis moi sur Twitter, Msadouni, je suis développeur à la base back-end, j'ai fait du front, je refais du back, enfin ça dépend des... Voilà. Principalement Rails chez MH Communication. Alors, voilà, ça c'est ce que je disais en intro. Si on s'intéresse à la qualité web, on se rend compte qu'il y a énormément de domaines qui sont concernés. Le code bien sûr, mais le design, le contenu, le marketing, l'ergonomie, j'en oublie. Il faut que tout ça, chaque élément soit la plus grande qualité possible pour le client, si on veut un projet qui marche. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est le process qu'on met au milieu, qui va permettre ensuite de s'occuper sereinement de chaque point, justement. C'est-à-dire d'essayer d'abstraire tout ce qui est pénible, un peu compliqué et sujet à erreur dans le travail qu'on fait tous les jours, pour après se consacrer pleinement au reste. Sans oublier que le premier pilier de la qualité, ça reste quand même de répondre aux besoins du client, et que si on lui livre un outil parfait mais qui répond à aucun de ses problèmes, c'est pas vraiment de la qualité en fait. Alors, je vais commencer par une sorte de petite histoire sur un truc que je pense à peu près tout le monde a vécu, au moins dans les grandes lignes. Ceux qui me disent que c'est pas vrai, je vais pas les croire. C'est une mise en production le vendredi, sans process, qui se passe pas très bien. Ça ressemble à peu près à ça. On sait ce qui se passe après, on espère que ça va le faire, mais c'est pas dit. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe? On met en production directement, on se dit pas de problème, ça va le faire, je sais ce que j'ai fait, ça va bien se passer, on y croit. Le problème, c'est qu'on tombe sur des soucis qu'on rencontre en prod et pas en local. Ça passe que sur le serveur. Mince. Le client n'a pas pu valider, et c'est pas ce qu'il voulait. Et on est coincé, c'est en prod. Donc là, déjà, premier problème. Ensuite, on commence à regarder un peu ce qui se passe. Et là, on se dit, oh là là, on avait résolu des bugs, on a oublié de les déployer. Il y a des trucs en prod, mais c'était pas fini, j'étais en train de le faire, je me suis trompé, j'ai mis ce fichier là, il fallait pas. Et en plus, on a oublié de mettre les demandes qu'il voulait. Donc ça va pas. Alors pourquoi ça s'est passé ça? Principalement parce qu'on déploie manuellement par FTP et l'erreur est humaine. On peut se tromper, on prend les mauvais fichiers, on en oublie, on écrase des fichiers de prod avec les codes de la banque par le fichier de développement et le serveur de test, les paiements n'arrivent plus, enfin, on peut en faire tout plein des jolis comme ça. Ce sont vécus. Honnêtement, en partie, ouais, c'est aussi pour ça qu'on... Bon, après, il y a des trucs qui peuvent aussi arriver, qui sentent pas forcément le vécu, mais je sais que ça arrive. On arrive sur le site et puis on se rend compte qu'on a une petite alerte dans le navigateur qui nous dit « Tiens, c'est marrant, il y a un malware sur le site. » Ah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, alors il y a plusieurs causes, mais en voilà une. On n'avait pas changé le code admin. Donc l'admin en prod, c'était admin, et puis il y a un gars qui est passé par là qui s'est dit « Tiens, je vais essayer. » Il est rentré et puis il s'est amusé un petit peu. La version encore moins rigolote de ça, c'est qu'on le fait pour chaque site, et que du coup, en fait, tous les sites des clients sont infectés. Ça, c'est encore plus rigolo à réparer. C'est pas grave, on va remonter une sauvegarde, on va la chercher. Il n'y a pas de sauvegarde. Bon, ça arrive. Pas de problème, on va demander à l'hébergeur. Ah, ils répondent pas. Zut. Ah si, ça y est, ils répondent au bout de 3 jours, ils en ont pas non plus. Bon. Et il y a pareil une petite situation bonus à celle-là, c'est quand on a fait le choix d'héberger sur un dédié, mais qu'on n'a pas d'admin, pas de compétences en interne et pas de personne externe qui fait de l'infogérance. Ce qui est marrant aussi, c'est que là on perd en plus le serveur, il faut le réinstaller, enfin c'est super sympa. Donc voilà, il y a d'autres cas, ça ressemble à peu près à ça. Enfin, là on est mort, peu de choses près. Et on n'a pas de petite vie comme Mario. Alors, j'exagère un peu volontairement, mais tout n'arrive pas en même temps, forcément. Enfin, ça peut, mais là, c'est vraiment bazar. Mais tout ça peut arriver assez facilement s'il n'y a pas de process un peu établi avec des bonnes pratiques. Donc, une fois qu'on a tout réparé, perdu quelques clients, on se dit, bon, je vais quand même regarder ce qui se passe parce qu'on a visiblement un problème. Donc, on va essayer d'analyser chaque point, et puis après, je vais proposer des solutions à mettre en place. Alors déjà, premier point, c'était qu'on a mis en prod directement.
Une solution simple, c'est de mettre un deuxième environnement, Marc en a parlé tout à l'heure, de test, qui est le même, c'est aussi en ligne, sur un autre domaine, par exemple le test.site.com, protégé par un mot de passe, c'est pas admin. Et ça va servir à éviter ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est le gars sans filet qui part sur son fil, et avec l'environnement de test, on va pouvoir faire valider au client et avoir un retour et vérifier que tout marche avant d'être en prod. Alors là, je parle en plus même pas du cas qui existe, et il faut pas le faire, c'est pas bien. Des gens qui éditent directement les fichiers en prod avec un logiciel FTP qui synchronise. Ça, c'est parfaitement interdit, c'est une très mauvaise idée. Vous n'avez même pas de sauvegarde en local, là. C'est pareil que ça, mais il n'y a pas de fil. D'un autre côté, t'as pas les problèmes au moment du déploiement parce qu'il n'y a pas de déploiement. C'est vrai. Ah, merci Frédéric. Et du coup, les erreurs sont... Je vous conseille les conseils de Frédéric si vous avez besoin d'améliorer votre qualité. C'est ça, et du coup, c'est beaucoup plus simple à retrouver le problème puisque c'est la ligne précédente que tu as écrite. C'est vrai, faut espérer que le CTRL-Z fonctionne suffisamment bien. Alors, le problème aussi, c'est qu'il n'y avait pas... donc le point 2, c'était... j'avais oublié des fichiers, j'ai pas mis les bons, il manquait des demandes, enfin voilà, ce qu'on a mis en prod, c'est pas ce que le client voulait. Pourquoi ça se passe ça? C'est parce qu'on n'a pas d'historique de code avec le versionning, on n'a pas de tracker type Redmine, et du coup on oublie des choses et surtout on peut pas revenir en arrière parce qu'on ne sait pas ce qu'on a changé en fait, donc on est coincé. C'était arrivé parce qu'on avait mis à la main par FTP, voilà, donc on n'a pas utilisé une méthode de déploiement scripté. Bon, j'ai pris cette image là, c'est pas forcément très adapté parce que ça fonctionne aussi, mais il y a un peu mieux, enfin surtout ça dépend de la taille du champ. Mais, voilà. Le problème de sécurité aussi, ça c'était l'histoire des mots de passe identiques et compagnie, ça équivaut à peu près à ça. Sauf que vous l'avez collé sur internet, c'est encore plus efficace. Donc les mots de passe identiques, gros souci. Autre problème qui arrive aussi, c'est le FTP avec FileZilla, et on fait enregistrer le mot de passe. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il l'enregistre en local, dans un petit fichier XML qui est toujours au même endroit, et donc, à peu près un certain grand nombre de virus savent exactement où est ce fichier, et dès qu'on est infecté sur la machine pour une autre raison, il récupère ce fichier-là, et là vous êtes sûr que tous vos sites qui sont enregistrés dans FileZilla, ils sont tous morts. Donc on va voir comment ne pas faire ça, mais si vous avez FileZilla en FTP avec des mots de passe enregistrés, ce soir vous les supprimez. Par contre, il faut regarder sur internet comment le faire, je ne sais plus, mais c'est un petit conseil. Et ensuite, ah oui, il n'y avait pas de sauvegarde. Bon, voilà, les sauvegardes, ça arrive. Alors soit c'est l'ordi qui crame, soit c'est... Ou alors, ça arrive aussi, on a des sauvegardes, mais elles sont trop vieilles. Du coup, c'est pas très utile. Ou alors on en a, elles sont récentes, super. On n'a jamais essayé de les réinstaller, donc on ne sait pas le faire. Voilà, on est à demi content. C'est pas beaucoup mieux. Et ensuite, le problème du support, c'est voilà, on a appelé l'hébergeur, il a mis du temps à répondre et il ne sait pas nous répondre parce qu'on a voulu économiser un peu. Alors soit on l'a fait faire du mutualisé, c'est pas cher, mais on ne sait pas ce qu'il y a en face. Ou alors on a voulu faire soi-même sur un dédié et on n'a ni les outils ni les compétences. Voilà, dans les deux cas, ça ressemble à peu près à ça, ça se passe pas très très bien. Sachant qu'en plus, l'hébergement, c'est pas non plus super cher, donc c'est un peu dommage de radiner là-dessus. Donc voilà, en fait, c'est un certain nombre de choses qui peuvent arriver, je disais. On va essayer de voir ce qu'on peut faire pour mettre en place un process simple, parce que si c'est compliqué, on le fera pas, on le sait bien. On est par nature feignant, même avec la meilleure volonté du monde. Donc plus ce qu'on va mettre en place est complexe, moins on va vouloir le faire. Donc il faut trouver des choses simples et automatiques, si possible. Alors, pour le premier problème, plusieurs environnements. Alors là, il y a deux choses, il y a très simple et plus compliqué. Alors, je vais commencer par le simple. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a notre site, notre code. On l'installe en prod, c'est le site 3W, en test. Et puis chaque développeur, là, en local sur son poste, peut faire ses modifs. Quand on a fini, on passe en test. Le client valide, si ça lui plaît pas, il nous dit non, on recommence. Voilà, en fait, les échanges se font entre ces deux zones-là sans jamais toucher à la prod. Et quand il est d'accord, on bascule et pour le coup, on sait que ça marche. Voilà. Après lui avoir fait écrire le document. Ah, bien sûr, signé avec un peu de sang et tout sur l'email, pour être bien sûr. Alors, le souci qui peut encore se poser là, c'est le souci de parité entre les environnements.
C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, votre serveur c'est un Linux, c'est un local, vous êtes sous Windows, et pour je ne sais quelle raison, il n'y a pas les mêmes bibliothèques ou j'en sais rien, et ça marche chez soi, et ça marche pas, bon, alors en test c'est moins grave, mais n'empêche que ça marche pas. Il y a des outils comme Vagrant, dont Clément, qui est quelque part par là, là-bas, hein, avait parlé au dernier Cancamp. C'est pas non plus super compliqué à installer, ça demande un peu plus de travail, mais si déjà vous avez le simple séparation d'environnement, c'est déjà super. Ça, c'est vraiment le cas particulier où il y a vraiment des problèmes de correspondance d'environnement. On sait qu'on a ce problème, on a besoin d'un outil pour résoudre ce souci-là. Bon, il y a Vagrant, je vous le dis comme ça, c'est pas obligé de s'en servir immédiatement. Ensuite, tout ce qui est versionning, tracker, je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus, j'en avais déjà parlé dans les cancamps sur les sites, il y a des vidéos, des slides, il y en a partout sur internet. Donc il y a deux parties à ça pour moi. Déjà s'occuper de versionner le code pour avoir un historique, pour revenir en arrière, savoir qui a fait quoi. Après, Git, Subversion, Mercurial, prenez ce qui vous plaît. Du moment que vous ne me faites pas des copier-coller du index.php, .hold, .back, .hold, .2, avec la date. C'est voilà, ça faut pas. Ensuite, pour les projets, pareil, un tracker, vous en prenez un qui vous plaît, il y a un des gratuits comme Trello, des plus complets, gratuits ou pas, comme Redmine, Basecamp, il y en a plein d'autres. Du moment que vous avez un endroit où vous savez ce qu'il faut faire, vous savez quoi et où, les priorités, ce qui a été fait, vous pouvez faire un rapport, voilà, c'est l'essentiel. Ça peut mettre un fichier Excel pour commencer. Enfin, le seul souci, c'est que de le montrer et d'avoir des retours clients dessus, c'est moins simple, mais ça peut suffire dans un premier temps. Problème suivant, le déploiement scripté. Ça, c'est un peu plus avancé, je vais en parler rapidement parce que c'est quand même intéressant, mais c'est pas forcément à mettre en place dès le début. Alors il y a des outils comme Capistrano qui est un peu compliqué mais qui est très puissant. Ou AirSync, en fait c'est quoi AirSync? C'est une espèce de synchro entre vous lui donnez le répertoire distant sur le serveur, il regarde le vôtre et il copie ce qui manque et il fait tout seul. Donc ça évite d'oublier des fichiers en fait. Et en une seule ligne de commande vous pouvez envoyer l'intégralité de votre site sans vous tromper. Sur la config, alors ça va de pair avec le versionning en fait. Je sais pas si on voit très bien là, mais en gros tout ce qui est fichier de config, alors là c'est du Rails, mais que ce soit du WordPress et tout, dans n'importe quel site un peu dynamique, il y a forcément de la config. La base de données, les emails, les codes de la banque, enfin voilà, il y a toujours des choses de config. Ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on versionne, ce qu'on enregistre, c'est des fichiers .default, .exemple, n'importe quoi, avec un contenu bateau qui montre ce qu'il y aura dans le vrai fichier. Et en fait, en ligne, on duplique le fichier database, par exemple, et on remplit les vrais codes. Et après, comme ça, quand on met en ligne, on est sûr que comme le fichier, par exemple, database, le vrai, lui, il n'est pas versionné, le script qui va déployer, on est sûr qu'il ne l'écrasera jamais. Donc on est sûr de jamais se tromper et d'aller perdre des paramètres qu'on a pu renseigner. Et enfin, pour tout ce qu'on ne peut pas automatiser, parce qu'il y en a toujours, on essaye de réduire, mais il y en a toujours, une checklist. Voilà, c'est ce qui est le plus simple. Le seul truc, c'est de la partager, puis de la lire et de s'y tenir, c'est probablement le plus dur. De toute façon, en général, quand ça marche pas, on a fait une erreur humaine. Les scripts, une fois qu'ils fonctionnent, ça peut arriver que ça marche pas parce que c'est de l'informatique et que ça marche jamais, mais c'est quand même rare. Le point 4, sécuriser, bon ça c'est pas. Alors ça c'est pas mal à faire et c'est pas très compliqué. Pour les mots de passe, il y a des logiciels comme OnePassword, KeePass, LastPass, peut-être d'autres, je ne sais pas. Windows, Mac, Linux, ça marche à peu près partout. Ça rajoute un petit plugin dans le navigateur, petite clé là, et ça vous permet pour chaque site ou alors pour chaque service, pour la base, les emails, n'importe quoi, de générer un code qui est unique où on peut paramétrer la forme du code, lui mettre, là j'ai mis longueur 20, c'est déjà pas mal, mais on peut mettre 70 caractères si on veut. Voilà, et en fait ça c'est lui qui les génère automatiquement, qui les enregistre, c'est crypté. Ça peut se synchroniser avec Dropbox. Et le gros avantage c'est que déjà avec ça on peut faire un code unique par service, c'est-à-dire qu'on peut avoir un code pour l'admin, un pour MySQL, un pour le SSH, un pour les emails, enfin voilà, un code pour chaque service, pour chaque client. Donc on a des tonnes de code. Et le jour où par manque de chance, parce que ça arrive, on se fait piquer un code, et bien déjà tous les clients ne sont pas impactés. Et si ça se trouve, même par exemple, je sais pas moi, si le code de votre base de données a été récupéré, bah c'est pas grave, vous changez que celui-là, vous n'avez pas à changer tous les codes partout chez tous les clients, parce que ça c'est extrêmement pénible. Et dangereux en plus. Donc ça c'est super simple à installer. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Et franchement ça vaut le coup parce que ça évite tous les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, client machin, ou alors on essaye d'inventer un mot dont on se rappelle, mais du coup, si le gars qui pique le mot de passe, il comprend comment on les construit, il retrouve assez facilement la manière de faire. Enfin,
C'est vraiment très important ce truc-là. Ça sert à quoi, Mathieu? C'est quoi la différence entre faire n'importe quoi, taper n'importe quoi, 70 caractères, c'est mon clavier? Bah, là déjà, alors ce qui est important c'est la longueur, parce que en gros si on fait un mot de passe aléatoire mais qui fait 4 caractères, ça sert strictement à rien. Non, mais ça, Voilà, bon. Donc déjà, et ensuite ça sert, comme on s'abstrait du fait de devoir s'en rappeler, on n'est pas tenté d'en mettre des faciles à se rappeler. Ça rappelle pour toi? Oui, lui il enregistre tout dans un fichier qui est crypté, c'est en local, hein, ça c'est pas sur internet, enfin sauf si on synchronise avec Dropbox, mais sinon c'est local. Et le gros avantage c'est que du coup, et on en prend un différent pour chaque service. Et en plus il y a le plugin dans le navigateur qui remplit tout automatiquement. Si on perd le mot de passe, il suffit de faire j'ai perdu mon mot de passe, il renvoie pas, on régénère par email. C'est crypté avec une clé que toi tu donnes? Alors, OnePassword, quand on l'installe, il demande un espèce de master password. Ouais, d'accord. Voilà. Les autres, j'en sais rien, je les ai pas essayés, je suppose que c'est le même principe. Qui passe le même principe. Voilà, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions de faire, je suppose. Ça, c'est pas synchrone. Il n'y a pas de plugin sur Et deuxième point, les connexions, si possible, ça va de pair avec l'hébergeur SSH tout le temps, partout. SSH, SFTP, parce que c'est pareil, c'est sécurisé. Donc déjà, votre mot de passe FTP, il va pas se balader en clair sur le réseau. Si vous avez un machin qui s'est installé sur la machine et qui sniffe les connexions internet, il ne voit pas les mots de passe passer, donc même si vous faites pirater l'ordi, c'est pas très grave. Enfin voilà, ça a des tonnes d'avantages. Ça en a d'autres, comme le fait de, en général, les hébergeurs coffrent du SSH. Ils ont aussi des outils, par exemple, je sais pas si vous avez déjà uploadé un répertoire de 5000 images par FTP, sans savoir lesquelles étaient à remplacer ou pas, et du coup on met tout et puis on attend qu'elles se mettent une par une. C'est un enfer, voilà, c'est ça. Surtout s'il y a des sous-dossiers, enfin c'est extrêmement long. Là on peut zipper, envoyer le zip, des IP en ligne. Du coup c'est très pratique. Ça n'a pas trop à voir avec la sécurisation, mais c'était un avantage en plus. Avant-dernier point, les sauvegardes, faites-en, plusieurs. Alors plusieurs, au moins une des fichiers qui tournent toutes les heures, ça peut servir, type Time Machine ou sous Windows, je sais pas, mais ça existe. Ça c'est pour les erreurs bêtes du tiens je me suis trompé, je reprends le fichier d'il y a une heure. Faites des clones de vos disques sur d'autres disques, c'est-à-dire que vous clonez le disque, la partition elle-même sur un disque que vous gardez ailleurs. Si jamais le disque il crame, vous ouvrez l'ordinateur, vous changez le disque, vous retournez bosser. Vous n'avez rien à réinstaller, du coup la panne elle prend une demi-heure le temps d'ouvrir l'ordinateur au lieu de prendre 2 jours le temps de tout réinstaller. Et après quand vous avez mis le nouveau disque, vous en rachetez un, vous le reclonez, sinon ça sert à rien. Pareil, vous refaites une autre sauvegarde, puis vous l'emmenez chez vous ou ailleurs, parce que si le bureau il brûle, vous n'avez plus rien. Donc ça c'est important aussi. Et testez-les, parce que si vous ne savez pas les remonter, ou vous ne savez pas le réinstaller, ou que votre disque de clone il a un problème et que vous ne l'avez jamais vu parce que vous ne l'avez jamais branché, le jour où ça crame et que vous le mettez dans l'ordi et qu'il ne boot pas, bon, c'est dommage. Et dernier point, prendre un hébergement. Alors j'ai appelé ça hébergement pro parce que j'ai pas trouvé autre chose. Faites ça au moins pour vos clients et pour vous. Offrez-leur un endroit sympathique où héberger leur site, avec un support qui répond, qui sait de quoi il parle quand il répond. C'est-à-dire qu'il répond pas 3 jours après en disant c'est de votre faute systématiquement, c'est un peu pénible. Il y a des hébergeurs très bien, vous leur envoyez un email à 1h du matin, 1h05, vous avez une réponse et c'est la bonne. Ça coûte pas beaucoup plus cher. Et en plus, en général, ils viennent avec des services type SSH et compagnie en standard. Entre autres, mais il y en a plein d'autres, je pense qu'il n'y a pas que. Il y a certainement plein de gens qui travaillent très bien, et d'autres moins. Voilà, c'est tout. Donc il faut essayer un peu. Il ne faut pas avoir peur de payer, même pour un mutualisé, 10 ou 15 euros par mois. Si le service derrière est bon et meilleur que celui qui est à 5, vos 10 euros, à la première panne, vous les avez récupérés. Alors, j'ai 2 petites... Parce que là, j'ai présenté tout un tas de trucs. On peut se dire, ça fait beaucoup, surtout si on part de pas grand-chose, en fait. Ça fait énormément de choses à mettre en place, c'est un peu technique. Il y a ce monsieur là, Jason Santamaria, qui est pour le coup un designer en plus, on va rien à voir avec ce que je raconte, mais qui disait que le process, il voit ça comme une étape de